Il y a environ 2000 ans, l'un des hommes les plus riches, les plus puissants et les plus influents de l'Empire romain a pris la décision d'écrire un manuel de survie assez particulier. Mhm. Et il ne s'agissait pas de se protéger contre des assassins, tu vois, ou des complots politiques, ou même des armées ennemies. Non, ce manuel de survie, il était conçu pour se protéger d'une seule chose, sa propre colère. C'est fou quand on y pense, hein. Ouais, parce qu'il avait compris que cette émotion, c'était pas juste un petit défaut de caractère, quoi. C'était une véritable folie temporaire. C'est vraiment une entrée en matière parfaite pour notre sujet d'aujourd'hui. L'homme dont tu parles, c'est Sénèque. Et le manuel en question, c'est le fameux De Ira, ou Sur la colère. C'est ça. Et pour cette exploration, on a rassemblé une série d'écrits fondateurs de la philosophie stoïcienne. Donc, on a notamment les textes de Sénèque, bien sûr, mais aussi les carnets personnels de l'empereur Marc Aurèle et les enseignements d'Épictète. Un beau programme. Ah oui. L'objectif de cette analyse, en fait, c'est de comprendre exactement comment ces penseurs ont décortiqué la mécanique de la colère. Et ça, pour créer ce qui ressemble à un véritable système de défense psychologique. Et c'est un système qui est franchement toujours incroyablement pertinent aujourd'hui. Ok, décortiquons ça. Parce que sur le papier, la colère, ça semble naturel. Bien sûr, Je veux dire, c'est une émotion universelle. On a tous connu ce moment précis. Le cœur qui s'emballe, la chaleur qui monte, et cette sensation que lâcher une phrase assassine, c'est littéralement une question de vie ou de mort. ouais, l'urgence absolue. Voilà. Sur le moment, l'explosion nous paraît toujours absolument nécessaire. Et pourtant, dans les sources que nous avons étudiées, les stoïciens considèrent la colère comme l'émotion la plus dangereuse et destructrice qui soit. Pourquoi une telle sévérité, en fait? Ce qui est fascinant ici, c'est la définition même qu'ils en donnent. Pour le stoïcisme, la colère, c'est pas un simple dérapage. C'est un effondrement total de la raison. Ah ouais, carrément. Oui, quand Sénèque utilise le terme de folie temporaire, il le pense littéralement. C'est une dépossession de soi. Hmm. La capacité même de réfléchir, de peser le pour et le contre, elle est totalement suspendue à ce moment-là. Et c'est vraiment là que réside le danger. Contrairement à la tristesse ou à la peur, la colère pousse à l'action immédiate et souvent destructrice. Donc c'est un peu comme si la colère était un logiciel malveillant, tu vois, un malware qui pirate temporairement le cerveau. Ah, j'aime beaucoup l'image, ouais. Il s'installe, il bloque tous les autres programmes cognitifs. La patience, la logique, la nuance, tout ça, ça dégage. Et il prend le contrôle total du système d'exploitation. Exactement. Mais il y a une caractéristique terrifiante évoquée dans les textes concernant ce malware émotionnel. Ce logiciel y croit systématiquement qu'il est légitime. Au moment où la colère s'exprime, elle persuade le cerveau de manière absolue qu'on a raison de tout casser. L'illusion de la légitimité, c'est le piège ultime de la colère. Et c'est justement parce que cette folie se croit légitime et juste qu'elle est si difficile à désamorcer de l'intérieur. Ouais, on se sent dans notre bon droit. Totalement, la colère, elle se présente toujours comme un juge implacable qui vient redresser un tort. Sauf que, comme le soulignent nos sources, un juge en colère ne cherche plus la vérité ou la justice. Il cherche quoi alors? Il cherche simplement à justifier sa propre explosion. Mais alors, je me pose une question toute bête. Parfois, la colère est justifiée, non? Ah, Enfin, face à une injustice flagrante, une cruauté, est-ce que la colère, c'est pas le moteur qui nous pousse à agir et à réparer ce tort? alors cela soulève une question importante, et c'est un grand classique des débats sur le sujet. Mais les stoïciens, eux, ils sont catégoriques. L'émotion de la colère n'est jamais le bon outil, même pour la plus noble des causes. Jamais! Non, jamais. Sénèque argumente que si la cause est juste, la raison seule suffit pour agir avec force et détermination. Pas besoin de s'énerver. Hmm. La colère, elle est imprévisible par nature. Elle risque toujours de déborder, de frapper la mauvaise personne ou simplement d'aller trop loin. Utiliser la colère pour combattre l'injustice, selon eux, c'est un peu comme utiliser un lance-flamme pour faire le ménage. Waouh, ok. Ouais. C'est radical, certes, mais les dommages collatéraux sont désastreux. C'est très visuel comme image. Donc, si ce malware nous aveugle complètement, qu'il nous persuade qu'on a raison, et qu'en plus il s'avère être un outil défectueux, même face à l'injustice, comment on peut s'en prémunir concrètement? C'est la grande question. Bah oui, comment on empêche le téléchargement de ce logiciel malveillant? Parce que, pour ceux qui écoutent, il faut savoir que les stoïciens ne se contentaient pas de faire de la belle théorie. Ils étaient très pragmatiques. Très. Et ça nous mène à leur première ligne de défense, le pouvoir de l'espace. Exactement. Et là, on passe de la théorie de Sénèque à la mécanique de l'action immédiate. Mhm. Au moment critique où le stimulus frappe, la technique fondamentale, c'est de forcer une pause.
Il s'agit d'insérer un espace temporel ou physique entre l'événement déclencheur, Comme une insulte ou un truc irritant. voilà, une insulte, une remarque blessante, n'importe quel imprévu, et la réponse qu'on s'apprête à donner. Et dans les textes, c'est fou parce que les méthodes sont d'une simplicité enfantine. Oui, Prendre 3 grandes respirations, compter silencieusement jusqu'à 10, ou même, si la tension est trop forte, juste quitter la pièce physiquement. c'est ça. Mais au-delà de la méthode pratique, c'est vraiment la mécanique derrière qui m'intrigue. Pourquoi un simple délai de 3 secondes, ça a autant de pouvoir sur une émotion aussi explosive? Parce que cela coupe l'herbe sous le pied de ce qu'ils appellent l'assentiment. L'assentiment, ok. Ouais. Dans la psychologie stoïcienne, il y a une séparation stricte entre l'impression que l'on reçoit et l'assentiment qu'on lui donne. L'impression, en gros, c'est la suggestion automatique du cerveau, genre cette personne vient de nous manquer de respect, il faut hurler. Le réflexe, quoi. Exactement. Et l'assentiment, c'est notre intellect qui valide cette suggestion et qui dit oui, vas-y, on y va, on hurle. La pause de quelques secondes, elle sert justement à empêcher cette validation automatique. C'est brillant. Et d'ailleurs, Marc Aurèle, en pleine campagne militaire, il se répétait cette règle, ne réagis pas, réponds. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette distinction entre réagir et répondre. Absolument. Parce que réagir, c'est de l'ordre plus réflexe mécanique. C'est presque animal, tu vois. C'est la main qui se retire violemment d'une plaque brûlante. Ouais, tu réfléchis pas. Alors que répondre, ça demande de l'intention. C'est un acte délibéré qui implique que l'intellect est de retour aux commandes. En fait, j'aime beaucoup imaginer cette technique de la pause comme le bouton mute de la télécommande de notre propre esprit. Oh, j'adore ça. Cette respiration profonde, ce pas en arrière qu'on fait, c'est simplement le fait d'appuyer sur mute avant d'agir. On ne règle pas le problème dans l'immédiat, bien sûr. On coupe juste le son strident de l'alarme panique assez longtemps pour reprendre le contrôle de la machine. C'est une excellente image. Parce que, oui, le bouton mute ne fait pas disparaître le problème à l'écran. Évidemment, Mais par contre, il empêche le bruit assourdissant de dicter la marche à suivre. Il redonne à la raison la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. d'accord. Et c'est là que je bloque un peu, une fois qu'on a appuyé sur ce bouton, une fois que l'espace est créé, qu'est-ce qu'on fait de ce silence ? Parce que on ne va pas juste rester planté là à compter jusqu'à 10 pour l'éternité pendant que le monde s'effondre autour de nous. Le silence, c'est bien, mais la bombe émotionnelle, elle est toujours là, prête à exploser. Ouais, le compte à rebours tourne. Exactement. Comment les stoïciens désamorçaient-ils réellement la situation pendant cette fameuse pause ? Eh bien, c'est précisément à cet instant qu'intervient le changement de perspective recommandé par Sénèque. L'espace que l'on vient de créer, c'est pas un espace vide, c'est un sas de réflexion. Et ça permet d'appliquer ce qu'on pourrait appeler un voyage dans le temps mental. Un voyage dans le temps, ok. Oui, la technique consiste à s'extraire de l'immédiateté écrasante de la situation pour l'observer de l'extérieur. C'est le fameux test de l'importance dont parlent les sources. C'est ça. Il nous invite à nous poser cette question redoutable. Est-ce que cet événement mérite vraiment qu'on y sacrifie notre tranquillité d'esprit ? La question classique à se poser pour quiconque veut essayer, c'est dans 10 ans, est-ce que cette contrariété aura encore la moindre importance ? Et si l'on relie cela à une perspective plus globale, on réalise très vite que la réponse est presque toujours un non, catégorique. Non, jamais. Voilà. La colère se nourrit massivement de l'illusion que le moment présent et la frustration que l'on y ressent, c'est le centre absolu de l'univers. Le changement de perspective temporelle, lui, il vient brutalement briser cette illusion de grandeur. Je vois ça, je vois ça un peu comme l'outil de zoom arrière sur Google Earth. Oh oui, très parlant. Sur le moment, notre ego est complètement coincé en vue Street View. L'embouteillage massif, le café renversé sur la chemise ou le retard du train, ça prend tout l'écran. Ça a des proportions cataclysmiques, La fin du monde. littéralement. Notre ego nous hurle que c'est une insulte personnelle à notre existence même. Mais dès qu'on dézoome, dès qu'on passe à la vue de la ville, puis de la région, du continent, ou qu'on se projette à l'échelle d'une décennie, la rue disparaît. C'est clair. L'événement devient un pixel minuscule et complètement silencieux sur une carte immense. Et là, il perd instantanément tout son venin. C'est exactement ça. L'événement retrouve sa juste taille, tout simplement. Il redevient un banal fait de la vie quotidienne. Et surtout, il est totalement dénudé de la charge émotionnelle toxique que l'ego y avait artificiellement injectée. J'adore cette idée. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable 2 secondes. Va-y. Est-ce que ce petit jeu du voyage dans le temps, ça ne mène pas tout droit au nihilisme ?
Si on se dit constamment que rien n'aura d'importance dans 10 ans, pourquoi se soucier de quoi que ce soit aujourd'hui finalement? Pourquoi défendre ses projets ou ses valeurs si on transforme absolument tout en un pixel minuscule? C'est un point de friction très courant quand on aborde ces textes, oui. Mais le stoïcisme est vraiment à l'opposé du nihilisme. N'oublions pas que Marc Aurèle était un empereur romain. Oui, il avait des responsabilités. Exactement. Il gérait des guerres, des pandémies, l'économie entière d'un empire. Il se souciait profondément des choses. En fait, le but de ce zoom arrière, ce n'est pas de dire que rien n'a de valeur. C'est plutôt de calibrer la réponse émotionnelle à la dimension réelle du problème. Ah, je vois. Il s'agit de conserver son énergie vitale pour les choses qui méritent véritablement d'être défendues, plutôt que de la gaspiller dans des accès de rage pour un café renversé ou une remarque sarcastique à la machine à café. D'accord, là ça fait sens. On garde l'artillerie lourde pour les vrais combats, quoi. C'est l'idée. Mais ça soulève un autre défi immense. C'est très bien de relativiser l'événement en lui-même avec cette vue Google Earth. Mais comment on gère l'être humain bien réel qui se trouve en face? Celui qui est la cause de l'événement. Oui, l'autre? Bah oui, quand quelqu'un nous manque de respect, il est hyper facile de le voir comme un ennemi juré. Comment les sources conseillent-elles de neutraliser cette hostilité directe envers l'auteur de l'affront? Et ça, c'est la troisième stratégie déployée dans nos notes. C'est remplacer la condamnation par la compréhension, D'accord. ou ce qu'on pourrait appeler l'empathie tactique. Une fois que l'événement est ramené à sa juste proportion, il faut désamorcer l'animosité envers l'autre. Et la méthode d'Épictète, ici, elle est assez radicale. Il dit quoi? Il dit qu'il faut chercher la cause et non la faute. C'est un refus conscient de blâmer pour privilégier l'analyse des mécanismes qui ont poussé l'autre à agir ainsi. On déplace vraiment le focus du ce qui s'est passé vers le pourquoi cette personne a cru bon de le faire. C'est un pivot mental impressionnant, ça. Prenons un cas classique, tu sais, l'automobiliste qui déboîte dangereusement sur l'autoroute sans mettre son clignotant. Le grand classique. On connaît tous ça. La réaction par défaut, c'est d'exploser, de le cataloguer immédiatement comme un danger public malveillant dont le seul but dans la vie est de nous faire du mal, à nous, personnellement. Bien sûr. La démarche stoïcienne propose une autre lecture. Peut-être qu'il est dans une urgence absolue en route vers l'hôpital. Ou prenons le collègue de bureau qui lâche une remarque cinglante en pleine réunion. Peut-être qu'il traverse un divorce difficile ou une crise personnelle silencieuse dont on ne sait rien. Et Épictète va même encore plus loin dans la mécanique de l'esprit humain. Il affirme une chose qui peut sembler assez provocatrice d'ailleurs. C'est-à-dire, Il dit que les gens ne font jamais le mal exprès. vraiment? Ils agissent toujours selon ce qui leur apparaît, sur le moment, comme étant le bien ou le nécessaire. Il dit qu'ils agissent, je cite, selon leur niveau de compréhension du moment. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Ça veut dire quoi exactement agir selon son niveau de compréhension? Personne ne se lève le matin en se disant « aujourd'hui je vais être un individu toxique et pourrir la vie des autres ». Précisément, non. Dans l'esprit de la personne qui te coupe la route, par exemple, son cerveau a fait un calcul, même si ce calcul est totalement erroné. Ouais. Son cerveau s'est dit « gagner 30 secondes sur ce trajet, c'est la chose la plus cruciale et la plus bénéfique à faire en cet instant ». C'est fou de voir ça comme ça. Oui, c'est une erreur de jugement tragique, c'est une très mauvaise évaluation de la réalité, mais ce n'est pas de la méchanceté pure dirigée personnellement contre les autres conducteurs. L'autre n'est pas un monstre en train d'élaborer un plan diabolique pour te nuire. C'est juste un humain qui bug en fait. C'est un être humain dont la boussole cognitive est momentanément déréglée, oui. Ok, je comprends la théorie. Et c'est vrai que c'est profondément apaisant de ne plus se sentir personnellement attaqué à chaque coin de rue. Mais là encore, j'ai une résistance. Je t'écoute. Si on applique ça au pied de la lettre, est-ce que cette approche ne risque pas de transformer quiconque l'adopte en paillasson psychologique? Ah, le fameux paillasson. Bah oui, si on trouve systématiquement une explication ou une circonstance atténuante aux collègues désagréables ou à l'automobiliste dangereux, est-ce qu'excuser tout le monde en permanence, c'est pas au fond une énorme faiblesse, une façon un peu lâche de fuir le conflit? C'est une excellente objection. Et c'est là qu'il faut faire une distinction vitale dans le stoïcisme. Expliquer n'est pas excuser. Ah, la nuance est de taille. Elle est fondamentale. Le stoïcisme ne demande jamais, au grand jamais, d'accepter l'injustice ou de se laisser marcher sur les pieds. Comprendre que le collègue traverse un divorce, ça explique sa remarque cinglante. Et surtout, ça permet d'étendre l'incendie de notre propre colère. Mais attention, cela n'excuse pas du tout son comportement professionnel inacceptable. Donc en gros, on peut poser une limite hyper ferme, mais sans s'injecter la décharge d'adrénaline toxique.
Exactement. Les textes sont formels là-dessous. La maîtrise de la colère face à la provocation n'est jamais vue comme une faiblesse. Bien au contraire, c'est la marque d'une force intérieure exceptionnelle. C'est vrai que hurler, c'est facile. Perdre son calme, céder à ses pulsions, taper du poing sur la table, n'importe qui peut le faire. C'est la facilité absolue. C'est le triomphe de la faiblesse réactive. Qu'en réalité, la colère, c'est une réaction par défaut. C'est mécanique. Tandis que la sérénité, c'est une construction exigeante. Tout à fait. Mais justement, construire cette forteresse intérieure, ça demande de l'entraînement. Comprendre collègue sur le moment, c'est une belle victoire. Mais comment on s'assure que ces leçons s'enracinent? Comment on muscle cette discipline pour ne pas repartir de zéro à la toute prochaine contrariété? Ce qui nous amène, je crois, à la dernière technique de cette exploration. L'audit quotidien. Oui, car la théorie philosophique, aussi élégante soit-elle, elle est parfaitement utile si elle ne se transforme pas en pratique concrète au quotidien. On passe de la gestion de crises ponctuelles à l'entraînement de fond. Et comment ils s'entraînaient, ces Romains? Eh bien, l'outil par excellence que l'on retrouve dans les sources, c'est le rituel du soir, particulièrement utilisé et documenté par Marc Aurèle. À la fin de chaque journée, dans le calme absolu de sa tente ou de son palais, il tenait un journal intime. Et il y notait, avec une honnêteté brutale, les moments précis où il avait perdu patience ou cédé à l'irritation. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire concrètement pour nous? Il est crucial de préciser pour ceux qui écoutent que ce journal, c'est pas du tout un exercice d'autoflagellation. Non, surtout pas. C'est pas un tribunal nocturne où l'on se punit d'avoir échoué à être un sage parfait. Le but est purement chirurgical, analytique. C'est l'équivalent mental de l'entraîneur sportif qui visionne la vidéo du match le lendemain d'une défaite amère. C'est une très belle analogie. La démarche d'investigation est exactement la même. Bah oui, le coach y passe pas la cassette au ralenti pour insulter ses joueurs. Il met pause sur le moment fatidique de la perte de balle et il dit « Regardons vos appuis à cet instant précis, regardons comment vous avez mordu à la feinte de l'adversaire. On analyse la biomécanique de l'erreur et demain matin, à l'entraînement, on corrige ce mouvement pour que ça devienne un nouvel automatisme. » C'est ça. L'audit stoïcien, c'est exactement ça. Une méthode d'amélioration continue appliquée à l'esprit. Et lors de ce visionnage vidéo mental, la question centrale à se poser, le filtre d'analyse absolue du stoïcisme, c'est d'examiner l'événement à travers la loupe de la dichotomie du contrôle. Oh, la fameuse dichotomie. Oui, c'est un concept fondamental. Devant chaque incident noté dans le journal, il faut se demander, le déclencheur de ma colère se trouvait-il à l'intérieur ou à l'extérieur de mon cercle de contrôle? Et ça, il faut vraiment qu'on s'y arrête pour le disséquer. Parce que le cercle de contrôle, c'est souvent très mal compris de nos jours. Concrètement, comment il sépare ce qui est sous contrôle de ce qui ne l'est pas? Alors, pour le dire très simplement, la seule et unique chose qui se trouve entièrement à l'intérieur de notre cercle de contrôle, c'est notre propre esprit. Seulement l'esprit. C'est tout. Nos jugements, nos décisions, nos actions et nos valeurs. Absolument tout le reste est à l'extérieur. Donc, la météo. La météo, l'économie, le trafic routier, la santé même de notre corps. Et surtout, ce que les autres pensent ou disent de nous. Ouais, ça, on ne le contrôle pas. Du tout. Si on utilise l'analogie classique du tir à l'arc qu'ils aimaient bien, l'archer contrôle son entraînement, il contrôle le choix de son arc, sa concentration, sa respiration et le moment exact où il décoche la flèche. Ça, c'est son cercle de contrôle, à 100%. Ok. Mais dès l'instant où la flèche quitte la corde, elle n'est plus du tout sous son contrôle. Un coup de vent soudain peut la dévier, la cible, si c'est un animal, peut bouger. Donc, si je te suis, en analysant sa journée avec ce filtre tous les soirs, on réalise l'absurdité totale de nos réactions émotionnelles? Complètement. On se met en colère parce que le vent a dévié la flèche. On s'énerve contre les embouteillages, contre la pluie qui ruine un pique-nique, contre l'opinion d'un inconnu sur les réseaux sociaux. Autant de choses qui, par définition, échappent totalement à notre contrôle. C'est le cœur du problème. Et le simple fait d'écrire noir sur blanc dans un carnet « Aujourd'hui, j'ai laissé ma paix intérieure être détruite par un aléa météorologique », ça permet de reprogrammer le cerveau pour la prochaine fois. On se rend compte à quel point c'est un gaspillage d'énergie pathétique, presque. Exactement. En identifiant la vraie nature du déclencheur et en voyant qu'il est hors de notre contrôle, on retire purement et simplement à la colère son carburant. Waouh! Quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de ces notes, on voit se dessiner une architecture de pensée incroyablement cohérente. C'est pas juste des astuces en l'air. Urgence, la pause, ce fameux bouton mute pour bloquer le réflexe et empêcher l'assentiment. Ensuite,
Il y a la réévaluation, le changement de perspective temporelle façon Google Earth, pour réduire l'incident à sa taille véritable. Le pixel. Le pixel, oui. Puis le désamorçage social. La compréhension causale d'Épictète pour remplacer l'animosité par la lucidité face aux limites des autres. Et enfin, l'entraînement de fond, le journal intime du soir pour ancrer la fameuse ligne de partage entre ce que l'on contrôle et ce que l'on doit accepter. Magnifique. La conclusion unanime de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, c'est que cette discipline rigoureuse, c'est vraiment l'unique frontière qui sépare la force sereine de la faiblesse réactive. C'est une transformation radicale de la manière d'interagir avec l'adversité. On ne subit plus le monde, on choisit comment y répondre. C'est tout le but. Et pour conclure cette plongée au cœur de la philosophie stoïcienne, il y a une dernière réflexion qui me semble s'imposer. Une petite graine à laisser mûrir tranquillement dans notre esprit à tous. Laquelle? Eh bien, si tous ces écrits nous prouvent que la colère est la pire des émotions, précisément parce qu'elle est une folie qui croit toujours être justifiée, que se passerait-il si l'on appliquait cette même mécanique du doute stoïcien à toutes nos autres certitudes absolues? Ah, intéressant. Si la simple création d'un espace, d'une pause de quelques petites secondes, ça suffit à déconstruire l'illusion totale de la colère, est-ce que l'application de ce même espace ne pourrait pas révéler que nos peurs les plus intenses, nos anxiétés chroniques ou nos jugements les plus rapides sur le monde reposent sur des illusions tout aussi infondées? Ça donne à réfléchir. C'est peut-être ça la leçon ultime de ces textes. Une invitation radicale et permanente à ne plus jamais faire une confiance aveugle à nos propres réactions immédiates.